Bonjour. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus ce matin pour participer à notre atelier sur les substances psychoactives en entreprise. Donc, je me présente, je suis Madame Cornic, Virginie. Je suis infirmière en santé au travail. Mon collègue Alexandre Talleux est aussi infirmier en santé au travail. Donc, nous travaillons à Santé Travail en Iroise à Brest. Là, nous sommes service santé au travail interentreprise et l'une de nos missions est de conseiller l'employeur. Donc ce matin, nous allons vous faire une présentation qui est plus axée sur le conseil à l'employeur. Ce n'est pas une sensibilisation de prévention des risques envers les salariés. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Monsieur Talleux. Bonjour à tous. Alors pour commencer, on va voir quelques définitions, enfin la définition des substances psychoactives. On va rappeler l'impact sur le travail dans différentes dimensions. On verra un rappel sur la réglementation en entreprise, le règlement intérieur que vous connaissez peut-être. On va rappeler tout ça. Il y aura aussi un petit focus sur les tests de dépistage, alcool, cannabis. On verra aussi le document unique, les mesures de prévention et quelques outils et aides possibles par les services de santé. Donc déjà quelques chiffres. Pour commencer, il faut bien comprendre que la problématique des substances psychoactives en entreprise touche tous les secteurs professionnels, parmi lesquels en premier lieu on retrouve les arts et spectacles, ensuite l'hébergement, restauration, l'agriculture, le transport et la construction, les métiers en relation avec le public. Mais en fait, ça touche toutes les tranches de métiers. Également toutes les tranches d'âge, mais avec une prédominance pour les 18-35 ans concernant le tabac et le cannabis. Ensuite, quelques chiffres pour voir l'étendue de la problématique. On voit qu'il y a 9% de consommateurs d'alcool et 13% de consommateurs de cannabis. Donc on va dire environ une personne sur 10 qui déclarent avoir augmenté leur consommation euh, dans le cadre de problématiques professionnelles. C'est-à-dire face à des problèmes liés au travail, ils augmentent leur consommation. Ils avaient une consommation, on va dire, dans le domaine privé, et ils augmentent leur consommation par rapport à la problématique professionnelle. On a 15 à 20% des accidents de travail et de l'absentéisme qui sont dus, ou qui seraient dus en tout cas, à cette problématique également. Quelques chiffres aussi pour bien voir l'importance du problème. Chez les actifs, on voit 18,6% qui ont eu un épisode d'alcoolisation ponctuelle importante dans le mois. Donc ça fait 20% presque, vous voyez, une personne sur 5 qui déclare lors du sondage qu'a fait le baromètre santé 2017, qui déclare avoir eu un problème d'alcoolisation importante. On voit aussi quasiment une personne sur 10 en ivresse répétée. Donc on voit que le problème touche beaucoup de personnes. Et également une personne sur 10 qui déclare avoir consommé du cannabis une fois dans l'année au moins. Donc quand on parle de substances psychoactives, il faut distinguer deux catégories. Il y a les produits licites, légaux, qui sont en distribution libre ou encadrés par des prescriptions médicales. Ces produits licites que vous connaissez, l'alcool, le tabac, certains médicaments, des médicaments anxiolytiques, antidépresseurs ou antalgiques comme des morphiniques, comme de la codéine. Tout ça, c'est légal, on a le droit de les prendre, donc on les retrouve assez facilement. Ensuite, il y a les produits illicites qu'on appelle les drogues, qui sont là interdits à la vente et à la consommation, mais qu'on peut effectivement retrouver aussi, notamment le cannabis que vous connaissez tous et qui est largement consommé en France, et aussi dans certains milieux la cocaïne, le crack, l'héroïne, les champignons, amphétamines, etc. Donc on verra que suivant les catégories de métiers, suivant les problématiques confrontées par les uns ou par les autres, on recherchera des effets différents par rapport aux substances. Donc par exemple, il y a plusieurs effets. Il y a des effets déjà stimulants. Donc là, on va plutôt consommer de la cocaïne, de l'amphétamine, de l'ecstasy. Là, on va chercher plutôt cet effet stimulant parce que ça va provoquer une excitation, un éveil, une hypervigilance, une réduction de la fatigue, une assurance, une fausse assurance.
Et tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie, l'organisme se fatigue, et ce qu'il arrive après, c'est que brutalement, il y a une chute d'énergie, un épuisement, et on arrive à la dépression. Donc ça, c'est pour les stimulants. Ensuite, on a les perturbateurs, hallucinogènes, donc tout ce qui va perturber notre perception du temps, de l'espace, et aussi des distances. Donc vous imaginez ce que ça peut donner sur un chantier, par exemple, on le reverra après. Donc ça va être alcool, cannabis, champignons, colle, solvant, etc. Et en dernier lieu, les dépresseurs sédatifs, donc également l'alcool, certains médicaments, anxiolytiques, antidépresseurs, et des opiacés. Donc les opiacés, c'est l'héroïne, des antidouleurs comme par exemple un dafalgan codéiné, ça rentre dans cette catégorie. Et là, il y a une sensation de détente et une perte d'inhibition. Donc perte d'inhibition, vous voyez, perte de repères dans l'espace, dans le temps, voyez, excitation, éveil, vous imaginez un peu tout ce que ça peut donner en termes d'accidents, etc., quoi. Donc les origines des consommations sur le lieu de travail. En fait, il y a plusieurs origines sur la consommation de substances psychoactives sur les lieux de travail. D'abord, on va appeler ça l'origine d'importation. Là, c'est quelqu'un qui consomme dans la vie privée et qui va amener cette consommation de produits licites ou illicites sur le lieu de travail. Donc c'est ce qu'on appelle une consommation d'importation. Ensuite, il y a l'acquisition. Donc là, c'est l'inverse, c'est la personne qui va consommer le produit sur le lieu de travail du fait que le produit est accessible sur ce lieu de travail. Donc par les pots, il peut y avoir des pots, il peut y avoir des traditions d'afterwork. Allez, tous les vendredis, on boucle la semaine, on boit un petit coup au pub du coin. Voilà, donc ça c'est l'acquisition. Il y a aussi la disponibilité sur le lieu de travail, notamment tout ce qui est restauration, bar. Il y a accès aux boissons alcoolisées donc sur le lieu de travail. Donc ça fait aussi partie de la consommation d'acquisition sur le lieu de travail. Effectivement, c'est pour ça qu'on voyait effectivement dans les métiers les plus concernés, arts et spectacle, et tout de suite après on voyait restauration, ça fait partie de ces raisons-là, quoi. Et ensuite l'adaptation. Donc ça, l'adaptation, c'est le salarié qui va faire face à un problème dans l'entreprise, une difficulté, et qui va vouloir pallier à ce problème, à cette souffrance, ce mal-être ou ce besoin de performance. Donc il aura besoin de substances pour s'aider, soit pour décompresser, ça va être plutôt l'alcool, les choses comme ça, soit au contraire pour se booster et puis gagner en performance. Donc les impacts sur le travail. Alors il va y avoir des impacts bien sûr sur le salarié, il va y avoir des impacts sur le collectif, donc sur tous les collègues et sur tous les services, et il va y avoir des impacts sur l'entreprise. Donc on va voir là que ça touche vraiment tout le monde. Tout ça pour vous dire que ça concerne tout le monde. C'est pas que celui qui est touché par cette problématique qui est concerné, parce qu'il y aura des conséquences pour tout le monde. Donc d'abord pour le salarié, effectivement, il va y avoir une diminution de la performance, avec des difficultés de concentration, de troubles de la mémoire, des difficultés dans la mobilisation et l'assimilation des connaissances. Bref, une diminution globale des performances intellectuelles. Et on va avoir aussi des problèmes de relations compliquées avec l'entourage. Il va y avoir parfois des prises de tête parce qu'il y a des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, de la fatigue, de l'agressivité de la part du salarié concerné. Donc ça va créer des tensions. Et en dernier lieu, et peut-être le plus important des problèmes pour le salarié, c'est qu'il y a un risque beaucoup plus accru des accidents de travail. On sait que 10 à 20% des accidents de travail sont liés à la prise d'alcool, par exemple, en entreprise. Donc augmentation du temps de réaction, perturbation de la motricité, troubles de la vision, etc. Ensuite, sur le collectif, donc effectivement, ça va toucher toutes les personnes autour. Il y aura une diminution globale de la production au sein de l'unité, une augmentation de la charge de travail, une mise en danger. Donc effectivement, le salarié, il se met en danger lui, mais il peut mettre en danger autrui et ses collègues. On peut voir par exemple là un échafaudage, imaginez celui qui a monté l'échafaudage, peut-être la veille ou le matin, s'il était sous l'emprise de cannabis ou d'alcool. On peut imaginer qu'il va causer un accident pour le collègue qui va monter dessus après, quoi. Et ça peut aussi générer des tensions, des conflits, des violences, notamment parce que on va, de par la baisse de performance d'une personne ou d'un service, on va reporter la charge de travail sur un autre service, donc, ou sur une autre personne. Et ça va créer tout ça des tensions et des conflits et une ambiance délétère pour toute l'entreprise au final.
Et donc effectivement un impact sur l'entreprise parce qu'il y a un coût financier. Il va falloir financer bien sûr les arrêts de travail, l'absentéisme, les indemnités éventuellement versées en cas d'accident de travail la personne blessée, les coûts de formation pour le personnel de remplacement parce que l'absentéisme, il faut prendre des gens rapidement en CDD, les former, ça a encore un coût et ça entraîne une perte de performance. Et puis le matériel également, quoi. Donc ensuite, il y a un effet sur l'organisation, parce qu'il va y avoir un turnover plus important, toujours du fait de l'absentéisme, et des retards récurrents. Et, donc ça désorganise toute l'entreprise. Et un effet sur la productivité également, avec des retards de production, des atteintes d'objectifs qui seront plus difficiles à réaliser. Et surtout l'image de l'entreprise qui va en pâtir, parce qu'à un moment donné, ça se sait. Donc un petit rappel réglementaire sur les substances psychoactives en général et plus particulièrement en entreprise. Donc déjà, on va voir ce que dit la loi. Ce que dit la loi, le Code du travail notamment, c'est que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Donc ça, c'est la responsabilité de l'employeur. Il y a aussi la responsabilité du salarié. Le Code du travail nous dit toujours que chaque salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres et de son environnement de travail. Donc, vous voyez, tout le monde est responsable dans cette affaire, et l'employeur et le salarié. Donc toujours du point de vue de la loi, il y a un article de loi qui est assez ancien mais qui existe toujours, qui nous dit que l'alcool est interdit sur le lieu de travail, sauf, comme si ce n'était pas de l'alcool, la bière, le vin, le cidre et le poiré. Donc ça, c'est toujours en vigueur, sauf que depuis 2014, je crois, il y a eu une petite nuance sur cette loi. C'est que effectivement, la bière, le vin, le cidre et le poiré sont autorisés, mais c'est pas obligatoire, quoi. L'employeur peut très bien mettre dans son règlement intérieur que tout alcool est interdit. Et ça, c'est nouveau, parce qu'avant, on n'avait pas le droit de le dire, on devait laisser ces alcools-là. Mais s'il n'y a rien de mis dans le règlement intérieur, jusqu'à preuve du contraire, le salarié il a le droit de consommer ces alcools-là. Donc ça, c'est un article du Code du travail. Donc c'est grâce au Code du travail que le poiré existe encore, il nous dit. Donc il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. C'est toujours le Code du travail qui nous le dit. Et ensuite, le Code de la santé publique nous interdit de toute façon tout usage de stupéfiants. Donc là, ce n'est pas spécifiquement dans le Code du travail, c'est pour tout le monde, dans la population générale. Mais même si ça va sans le dire, c'est toujours mieux en le disant, donc ça vaut le coup de le remettre dans le règlement intérieur. Même si de toute façon c'est implicite, mais il vaut mieux le remettre. Comme les rappels au Code de la route, bon, on verra ça juste après. Oui. Ouais, alors en fait, quand c'est une restauration inter-entreprise ou c'est dans la même entreprise, il y a les deux. L'employeur peut stipuler dans son règlement intérieur, mais ça va concerner que ses salariés à lui, hein. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué s'il y a plusieurs entreprises qui viennent dans la même restauration, de dire moi je suis de l'entreprise A, j'ai pas le droit de boire d'alcool, moi je suis de l'entreprise B, et moi j'ai le droit à une bière, et moi j'ai... Donc ça peut être compliqué, il faut peut-être qu'il y ait des accords entre les différentes entreprises pour mettre un point d'accord unique entre tout le monde sur ce point-là, quoi, pour éviter qu'il y ait des consommations d'alcool, quoi. Mais effectivement, l'employeur, dans tous les cas, il a le droit d'interdire la consommation d'alcool sur le lieu de travail. Bonjour. Après, on verra qu'il y a des possibilités de contrôle. On le verra, c'est ma collègue qui fera cette partie. Il y a des possibilités de contrôle pour certaines entreprises et surtout pour certains métiers à risque. Et ça, il faut aussi bien le mettre dans le règlement pour qu'il n'y ait pas de contestation possible après, quoi. Donc justement, le règlement intérieur, vous connaissez le règlement intérieur, généralement, vous avez tous lu un règlement intérieur ou vous allez le faire quand vous allez arriver en entreprise. Ça fait partie des choses, quand vous signez votre contrat de travail, vous devez prendre connaissance du règlement intérieur et l'accepter et l'appliquer. Et dans ce règlement intérieur, il faut savoir que ce règlement est obligatoire depuis début 2020, il est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il peut être fait, c'est même recommandé, mais ce n'est pas obligatoire.
Donc si vous êtes embauché dans une TPE ou une petite entreprise qui n'a pas de règlement intérieur, c'est normal. Mais plus de 50 salariés, de toute façon, c'est obligatoire. Donc si on ne vous l'a pas présenté, c'est pas normal, prenez-en connaissance. Si vous êtes dans une entreprise, vous savez qu'il y a une centaine de salariés, prenez connaissance du règlement intérieur, parce que si vous faites quelque chose qui est contre le règlement intérieur, vous serez sanctionné. Donc c'est bien de savoir tout ce qu'il y a dedans. Donc notamment, donc voilà, obligatoire pour les plus de 50 salariés. Et l'employeur, il fixe notamment les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène, de santé et de sécurité et de discipline. Donc c'est dans ce chapitre-là du règlement intérieur qu'on va pouvoir parler des substances, de la consommation des substances psychoactives. Donc par exemple, alors les règlements intérieurs, il y a plein d'exemples possibles, mais déjà ce qu'on peut essayer de mettre dedans, c'est un rappel à la loi. On peut rappeler que l'interdiction de pénétrer dans l'entreprise sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. On peut rappeler aussi éventuellement les dispositions du code de la route pour les gens qui prennent beaucoup la route. Même si c'est une loi déjà qui existe en dehors de l'entreprise, on peut faire un rappel à la loi. Et il est même fortement conseillé de faire une liste des postes à risque, ce que je vous disais juste avant, avec les possibilités de contrôle pour ces postes à risque. De contrôle, enfin vous verrez juste après, on en reparle, de contrôle, quoi. Ben voilà, donc je passe la main. Merci. Donc pour les postes à risque, on peut faire des dépistages pour certains postes que si ces postes sont mentionnés dans le règlement intérieur. Donc là, on a vu que l'origine des pratiques addictives, elle est multifactorielle. Donc les tests de dépistage ne peuvent en aucun cas se substituer aux démarches de prévention primaire qui doivent être mises en place dans l'entreprise. Donc la prévention primaire, c'est l'ensemble des actes qui sont destinés à diminuer l'incidence d'une maladie, donc à réduire l'apparition des nouveaux cas ou à retarder l'âge de début. Donc ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc les tests de dépistage ne peuvent faire, donc, comme je vous l'ai indiqué, que si certaines conditions sont respectées et notifiées dans le règlement intérieur. Donc ce dépistage doit être justifié pour des raisons de sécurité, pour les postes à risque, comme je vous l'ai indiqué. Lorsqu'il y a un constat du trouble du comportement d'un salarié, il faut savoir que la présence d'un tiers est souhaitable, mais non obligatoire lorsque vous faites des dépistages. Par contre, vous devez avoir obligatoirement l'autorisation du salarié. Le salarié peut refuser de se soumettre au test. Il peut également demander une contre-expertise s'il n'est pas d'accord avec le résultat du test, qui sera à la charge de l'employeur. Et l'employeur a le respect du secret professionnel, donc quant au résultat. Il ne peut pas divulguer à tout le monde que le salarié était positif, c'est uniquement entre l'employeur et le salarié. Donc en test de dépistage, on a le dépistage pour l'alcool. Donc ce sont des éthylotests. Donc ça ne doit pas être systématique, je le rappelle bien, ça doit être justifié pour des raisons de sécurité. Donc on peut avoir différentes formes. Il y a l'éthylotest sous forme chimique, où vous avez la substance qui vire de couleur qui va indiquer la positivité, ou sous forme électronique qui là va vous donner directement le résultat. Donc ça mesure la concentration d'alcool dans l'air expiré par le salarié, et les résultats, donc la positivité est basée sur les valeurs du code de la route, donc qui sont de 0,25 mg par litre d'air expiré, ce qui équivaut à 0,5 g par litre d'alcool dans le sang. Il faut savoir que d'autres valeurs peuvent être limitées. Il faut que ce soit décidé dans le CSE, donc discuté avec les instances et inscrite dans le règlement intérieur. Notamment, on peut fixer le taux à 0, tout simplement. Il y a aussi les contrôles pour le dépistage cannabis. Donc l'employeur peut décider de recourir aux tests salivaires de stupéfiants, toujours pour des raisons de sécurité.
Donc c'est rigoureusement encadré depuis un arrêté du Conseil d'État du 5 décembre 2016. Donc ces tests, comme pour les tests d'alcoolémie, doivent être prévus dans le règlement intérieur. Le salarié doit en être préalablement informé. Il devra donner son accord pour faire le test, donc c'est identique au test d'alcoolémie. Seuls les salariés qui exercent une fonction particulièrement risquée peuvent être soumis à ces tests. Ils ne peuvent pas être étendus à l'ensemble des salariés. Il n'y a pas de test systématique, c'est comme pour l'alcool. Concernant le test salivaire, il faut savoir qu'ils ne sont pas fiables à 100%. Il peut y avoir des faux positifs, des faux négatifs. Et aussi que si la consommation de cannabis remonte à quelques jours, les tests peuvent être quand même positifs. Si vous avez un test positif, ça ne veut pas dire que la personne a consommé du cannabis le matin même. Donc il faut intégrer le risque des pratiques addictives au document unique. Donc il faut les prendre en compte dans l'évaluation des risques, l'intégrer dans le document unique pour instaurer des mesures de prévention adaptées. Alors, comment intégrer les risques dans votre document unique ? En premier lieu, il y a plusieurs étapes. En premier lieu, il faut situer son secteur d'activité. Donc, selon le baromètre de la santé publique France, vous le retrouvez sur Internet, vous avez un petit tableau qui vous donne les consommations selon les secteurs. Donc, vous avez une consommation plus accrue, donc c'est tout ce qui est en bleu foncé avec des petites croix. Donc ça, c'est des consommations qui sont supérieures à la moyenne nationale. Donc on retrouve, comme on vous l'a dit, notamment au niveau alcool, tout ce qui est les métiers de la construction, le BTP, les métiers arts et spectacle, l'hébergement en restauration. Et pour ce qui est des drogues, donc cannabis et autres drogues, là, c'est beaucoup plus l'hébergement en restauration et arts et spectacle. Donc là, selon votre secteur, vous situez en premier lieu votre secteur, savoir s'il y a des risques accrus ou pas. Ensuite, dans un second temps, il faut repérer les facteurs professionnels favorisants. Donc, c'est-à-dire, ces facteurs sont lorsqu'il y a des tensions psychiques, s'il y a des conflits, de l'isolement. Alors, l'isolement, ça a été le cas ces 2 dernières années, notamment avec le télétravail. S'il y a des salariés qui ont des manques de reconnaissance, ça, c'est des tensions psychiques. Il y a aussi des tensions physiques. Le temps de travail, les horaires décalés, une activité répétitive, les personnes qui travaillent dans une industrie à la chaîne. Il y a aussi les pratiques culturelles. Comme disait mon collègue tout à l'heure, le pot de départ, les pots en fin de travail, etc. Ou aussi beaucoup sur les chantiers. On va prendre le repas, on va boire une bière, etc. Il y a la précarité professionnelle. Donc selon les statuts, les salariés qui ont peu de rémunération, souvent vont se tourner vers les substances psychoactives. La disponibilité du produit, ça on vous en parlait, s'il y a l'alcool disponible sur le lieu de travail. Et enfin, liaison sociale, donc les manques de communication dans votre entreprise. La troisième étape, c'est de lister les facteurs de risque donc, au sein de votre entreprise. Donc là, ce sera beaucoup s'il y a du stress du travail en extérieur, les horaires atypiques, travail posté de nuit, les postes à responsabilité, les postes à risque, le port de charges lourdes. Parce qu'à ce moment-là, les personnes, pour se donner un coup de fouet, vont prendre des substances pour pouvoir faire de la manutention. Donc, une fois les risques inscrits dans votre document unique, il faudra prévoir des mesures de prévention pour pallier à ces risques. Donc là, elles se découpent en 3 volets. Donc, c'est recommandé par la Direction générale du travail. Donc, il y a un volet management. Donc là, ce sera la direction, l'encadrement qui vont préciser la politique générale de l'entreprise sur le sujet. Donc on peut intégrer la thématique alcool dans le document unique, le règlement intérieur,
avoir une gestion des pots de départ, pots d'entreprise, et également les conduites à tenir en cas de trouble du comportement d'un salarié. Vous avez le deuxième volet qui est le volet d'information. Donc là, ce sera plus par voie d'affichage informatif, donc sur le risque d'alcool et autres drogues, ou l'organisation d'actions de sensibilisation pour les salariés. Et le troisième volet qui est également de l'affichage, mais qui va être plus sur l'affichage des numéros verts vers lesquels les salariés qui se sentent concernés pourront se tourner. Et également faire des orientations vers le médecin du travail. Ce sera une visite à la demande de l'employeur. Donc que faire lorsqu'il y a une crise? Donc lors d'un épisode de trouble du comportement d'un salarié, donc il est important dans un premier lieu d'identifier les signes et les troubles du salarié. Ensuite, il faudra évaluer si la personne est en danger ou dangereuse pour les autres. Si tel est le cas, il faut retirer le salarié du poste et le placer dans un lieu sécurisé. Par contre, il ne faut pas le laisser seul, il ne faut pas le mettre dans une pièce ou à l'infirmerie tout seul. Il faut qu'il y ait une surveillance. Et il faut également, bien sûr, et surtout, alerter un sauveteur secouriste du travail, ou si vous en avez l'infirmier ou le médecin sur place, et l'encadrement. Donc vous avez ici un schéma d'arbre décisionnel. Donc la conduite à tenir, on l'a vu, c'est identifier, évaluer, protéger. Donc s'il y a un problème de santé pour votre salarié, s'il y a un danger, il faut bien sûr appeler le SAMU. Donc je rappelle, c'est le 15. Et ce sera à ce moment-là le SAMU qui va décider de la conduite à tenir. S'il faut l'évacuer ou s'il faut le diriger vers son médecin traitant, etc. S'il est violent, il faudra bien sûr appeler le SAMU, mais aussi vous pouvez avoir recours à la force publique, donc, police, gendarmerie, pour maîtriser si vraiment l'individu est très énervé. Alors soit le salarié est évacué donc, vers l'hôpital, ou soit vers le médecin traitant. S'il est évacué vers le médecin traitant, donc c'est comme un retour à domicile, à ce moment-là, il faut que vous ayez un protocole dans votre entreprise qui va définir quelles sont les modalités pour que le salarié puisse retourner chez lui. Il ne faut pas que ce soit une personne de l'entreprise qui ramène le salarié chez lui. C'est une personne de son entourage, de la famille, qui va venir le chercher, ou il y a des protocoles aussi, on peut faire venir un taxi, une ambulance privée, etc. Dans tous les cas, il faudra remplir une fiche de constat et réaliser un entretien lors du retour au poste, un entretien entre l'employeur et le salarié. Donc ici, vous avez un exemple de fiche de constat. Donc dessus, il sera notifié la description du trouble du comportement. Donc quels ont été les constats effectués, s'il y a eu des propos incohérents, des gestes imprécis, troubles de l'équilibre, etc. Bien sûr, date, heure du constat. La prise en charge qui a été opérée, s'il y a eu une intervention d'un sauveteur secouriste du travail, s'il y a eu évacuation par le SAMU, s'il y a eu un retour en domicile. Et cette fiche sera à transmettre au responsable RH, au responsable hiérarchique, et faire une copie au médecin du travail. À distance de la crise, comme je vous le disais, il faudra prévoir un entretien entre le salarié et son responsable pour le retour au poste. Donc cet entretien doit être préparé, il doit être dans un espace confidentiel. Il faut prévoir suffisamment de temps. Il faut aborder les faits au travers du rôle de l'employeur. Il faut que ce soit purement factuel, il faut qu'il n'y ait pas de jugement sur le comportement de la personne. Donc ce sera accompagné d'un document écrit, donc c'est la fiche de constat. Et l'employeur expliquera à ce moment-là qui peut demander ou qui va demander une visite médicale auprès du médecin du travail. Il faut bien informer le salarié que lorsqu'il ira voir le médecin du travail, ce sera pour son problème de trouble du comportement dû à la consommation de substances. Trop souvent, on voit des salariés qui viennent en visite à la demande de l'employeur, et on leur demande pourquoi ils viennent et ils ne savent pas. L'employeur m'a dit de venir, je ne sais pas pourquoi.
Donc c'est encore beaucoup un tabou en France, mais il faut en parler, il faut poser les mots. La personne, faut bien lui indiquer qu'elle a un problème de consommation. Et surtout, si on envoie le salarié sans lui dire clairement quel est le motif, le salarié effectivement va nier, va dire je ne sais pas pourquoi, même s'il le sait, et le médecin va dire bon bah très bien, merci, au revoir. Donc en fait, ça n'aura servi à rien. Mm. Donc il faut prendre sur soi un petit peu et bien informer le salarié, parce qu'effectivement, comme disait Virginie, c'est trop souvent qu'on voit des salariés arriver. 2 fois sur 3, c'est je ne sais pas pourquoi mon employeur, parce que l'employeur ne veut pas le dire directement, c'est des sous-entendus, c'est implicite, mais il faut que ce soit explicite, quoi. Et donc, au vu de cela, il faudra mener une réflexion globale sur la prévention du risque lié à la consommation de substances dans votre entreprise, puisque c'est arrivé sur le lieu de travail. Alors, tout ce que je vous ai montré, hein, donc les documents, vous pouvez les retrouver dans la mallette employeur. Donc, c'est un outil qui a été élaboré par le groupe SPA Santé au Travail Provence. Donc, c'est un service santé au travail comme nous, donc qui exerce en Provence. Donc, vous avez les liens ici. Donc, il y a la mallette employeur, vous avez la fiche de constat, vous pouvez retrouver la fiche de constat, la télécharger, le protocole de prise en charge aussi du salarié. Sachant que pour la mallette employeur, elle a été également adaptée au niveau d'STI Brest par le groupe Addicto. Donc c'est largement repris de cette mallette employeur-là, mais vous pouvez aussi la demander directement à nos services, on l'a chez nous. Vous pouvez également aussi vous connecter sur le site addicted.fr Pro, donc qui vous donne des conseils, donc que ce soit pour l'alcool, les drogues, il y a aussi pour la conduite. Vous avez des fiches pratiques que vous pouvez consulter et télécharger. Je laisse les personnes qui prennent en photo l'adresse. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire à votre niveau. Il faut savoir que nous aussi, on peut vous apporter des aides. Donc vous avez les ateliers d'aide à l'élaboration du document unique. Donc vous pouvez voir ça sur notre site internet ou demander à votre médecin du travail quand seront les prochaines dates de ces ateliers. On peut également faire des sensibilisations, informations dans votre entreprise. Donc à ce moment-là, il faudra faire une demande à votre médecin du travail et des préventeurs se déplaceront dans votre entreprise pour faire une sensibilisation. Et à ce moment-là, ce sera la prévention des risques pour les salariés. Qu'est-ce que l'alcool, qu'est-ce que la drogue, quels sont les effets pour la santé, les aides pour arrêter ces addictions, etc. Ce ne sera pas le format qu'on a vu ce matin. Et comme on l'a vu, visite à demande de l'employeur auprès du médecin du travail. Et comme je vous l'ai déjà dit, donc il faudra bien informer le salarié du motif de sa visite auprès du médecin du travail. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Tout à l'heure, vous nous avez dit que les tests, que ce soit vis-à-vis des substances comme l'alcool ou la drogue, ne peuvent pas être systématiques. Est-ce qu'il y a des exceptions, des emplois comme par exemple les pilotes d'avion, etc., qui doivent faire à chaque fois avant d'exercer des tests? Ouais, mais on a vu qu'on devait lister les postes à risque. Pour ces postes à risque, effectivement, il y aura des tests et il faudra que ça soit mis dans le règlement intérieur. Et là, il y aura des tests. Alors, il faut définir quels sont les postes à risque. En pilote d'avion, c'est particulier parce qu'ils ont une aptitude PN, une aptitude personnel navigant, semestrielle, avec des bilans biologiques, c'est-à-dire qu'on leur fait des prises de sang. Donc, au moins pour l'alcool, on a des traces, on a des marqueurs chimiques qui montrent qu'on est alcoolisé de façon chronique. Donc, pour eux, ça va être assez simple. Les pilotes d'avion, les pilotes de TGV, des choses comme ça, ils ont une surveillance médicale très... Et je crois que c'est mentionné dans leur contrat de travail. En plus. Donc, Mais effectivement, des postes à risque plutôt dans l'entreprise. On ne va pas avoir le même contrôle pour la personne qui est au service administratif que la personne qui, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, qui monte l'échafaudage ou celui qui est censé faire la sécurité incendie ou d'autres postes à risque, quoi. Donc, ou des chauffeurs, des conducteurs d'engins. Donc ça, c'est mis dans le règlement intérieur. C'est pour ça que c'est important de lister ces postes à risque
et de dire voilà les postes à risque et voilà ce qu'on fait avec ces postes à risque. On fait un dépistage. Il y a aussi des moyens technologiques de contrôler. De plus en plus, on voit sur les camions des antidémarrages, il faut souffler dans un éthylotest pour démarrer, quoi. Donc ça, c'est un moyen technologique. Si le chauffeur est alcoolisé, même de la veille, parce que l'étalonnage est très très bas, hein. C'est quasiment du zéro, et même si on a un reste de la veille, parce qu'on a fait la fête la veille, si on n'a pas tout évacué dans la nuit, bah, le matin on arrive, on prend le routier, il prend son camion et ça démarre pas. Donc il faudra qu'il s'en explique à l'employeur. Oui. Alors, les tests salivaires, c'est pour les dépistages en entreprise. On peut pas faire d'autres tests. Oui, il existe des prises de sang, hein. Il existe, on peut faire prise de sang, test dans les urines. Voilà. Non, parce que si vous passez par le médecin du travail, le médecin, lui, il a une obligation du secret médical, ça va devenir médical, vous n'aurez pas les résultats, de toute façon. Donc vous ne pouvez pas imposer un test biologique aux salariés en attendant un résultat. Vous pouvez le proposer, le médecin du travail, lui, peut le faire, mais tout ce qu'il va vous donner, c'est une aptitude ou une inaptitude au poste. Mais il ne va pas vous donner un résultat chiffré de présence de cannabinoïdes ou d'alcool. À partir du moment où ça devient médical, c'est complètement... Ouais. Ouais. Alors, comment les gérer? Donc, on n'avait pas trop de temps ce matin, parce que normalement, le PowerPoint était beaucoup plus long. Vous pouvez retirer la personne de son poste pour des raisons de sécurité. Vous pouvez également le sanctionner. Ce ne sera pas pour la consommation, ce sera pour l'inaptitude à effectuer son contrat de travail, tout simplement. Mais voilà. Après, Il faudra qu'il y ait quand même une constatation, hein, comme quoi la personne ne peut pas faire exécuter son emploi, quoi. Mais sinon, il n'y a pas... à moins que ce soit vous le prenez en flagrant délit, en train Ah oui. de prendre Ouais. un rail de Mais à coke. ce moment-là, c'est la loi. Mais voilà, mais donc finalement, lui, il peut tout simplement nier qu'il prenne des drogues dures. Parfois, il y a des troubles du comportement, ça on peut le voir, et ça peut amener des dangers, ça vous pouvez l'identifier. Parfois on est surpris, hein, des fois c'est tout simplement un médicament totalement licite, pas du tout à visée psychoactive, c'est parce qu'il a ce médicament-là en ce moment, certains corticoïdes, certains médicaments qui donnent des effets un peu... Oui. Donc il faut le renvoyer vers le médecin du travail, et lui il évaluera effectivement s'il est toujours apte à tenir son poste. Mais il ne vous dira pas s'il était... Ouais, c'est l'état, c'est ce qu'on appelle... Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est Ouais. l'état manifeste, l'état d'ébriété manifeste. Le test vient appuyer, mais c'est l'état manifeste d'ébriété qui compte. Mm. Le salivaire ou l'éthylotest, oui, il faut, comme disait ma collègue, il ne faut pas que ce soit fait sur tout le monde. Il ne faut pas non plus devenir stigmatisant, mais les postes à risque, ça peut se comprendre, et tout le monde le comprendra. Donc il faut vraiment... Tout à fait. Oui, il faut que ce soit indiqué dans le règlement intérieur. Il faut lister les différents postes à risque. Par exemple, personnes qui travaillent avec des produits chimiques dangereux, des choses comme ça. Il faut que le salarié soit informé à l'embauche. Hein, oui, attention, vous êtes sur un poste à risque. C'est indiqué dans le règlement intérieur. Vous pouvez être à tout moment susceptible d'être contrôlé par un test. Mais surtout, là, on est déjà dans le... Vous voyez, on est déjà en fin de processus, on est dans la sanction, on est dans le contrôle. Ce qui est important, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est vraiment la prévention primaire. C'est vraiment faire des sensibilisations. Alors, les gens font ce qu'ils veulent dans la vie privée, hein, mais bien rappeler les méfaits pour la santé. Donc, tous les ateliers dont a parlé ma collègue, c'est vraiment la prévention primaire qui sera importante pour éventuellement éveiller quelques esprits, parfois les plus jeunes ou même les plus anciens. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire dans les visites. C'est vrai que c'est Voilà. pas ça. C'est vrai. On, Non, mais on est d'accord. retrouve le... On est d'accord. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais c'est un problème qui n'est pas simple, sinon ça se saurait. Et surtout en France, parce qu'effectivement, en plus en France, c'est culturel.
L'alcool est socialement très bien admise en France, alors que c'est pas forcément le cas ailleurs. Et puis suivant les secteurs, suivant les tranches d'âge, ça va être plus le cannabis. Peut-être dans le bâtiment, c'est plus l'alcool, effectivement, le petit pot en mangeant. Donc effectivement, c'est pas simple. Bah, maintenant, de plus en plus, ouais. Mm. Oui. Ouais. Alors, il faut quand même être vigilant sur les tests. Alors, cannabis éventuellement, mais également éthylotest. Il y a une date de péremption sur les tests chimiques, il faut bien la respecter, autrement le salarié va tout simplement contester en disant que c'est périmé. Éventuellement, ouais, si on veut blinder. Et pour ce qui est des testeurs électroniques, il faut les étalonner régulièrement. Voilà, donc en fait, il vaut peut-être mieux être au chimique. Je pense qu'à terme, ça revient peut-être moins cher. Si vous faites beaucoup de tests. Tous les jours. Ça peut être aléatoire aussi. Dans certains milieux, comme dans la marine, on définit les postes à risque et aléatoirement, tous les matins, et on dit toi, tester. Donc ça peut être aléatoire parmi les postes à risque. Mais de façon systématique, tous les jours ou une fois par semaine ou un peu de façon aléatoire. Il faut que le salarié qui est en poste à risque et qui a signé son contrat, il a bien vu qu'il avait le droit à 0 alcool sur le lieu de travail, il faut qu'il ait bien à l'esprit qu'à tout moment ça peut être contrôlé et sanctionné, comme les radars sur les routes, etc. Donc ça peut être des bornes. Si on le dit dans le règlement intérieur et qu'après il n'y a jamais de contrôle, encore une fois, comme les radars, s'il n'y a que des faux radars ou que jamais de contrôle. Oui. Oui. Alors, l'évaluation des risques est à la charge de l'employeur. Donc, on le fait avec les salariés. C'est très bien parce qu'il faut associer les salariés. Puis, c'est comme eux qui connaissent mieux les risques qu'il y a tous les jours. Après, c'est à vous de voir s'il n'y a jamais de pot, s'il n'y a pas de personnes, des commerciaux qui prennent la route, qui vont en rendez-vous, qui font des repas d'affaires, des choses comme ça. Après, les salariés vont. Non, mais vous disiez que le salarié peut nier le risque, mais en fait, il ne va pas tellement nier le risque, il va nier le problème. Oui. Et en niant le problème, il va implicitement dire moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il ne peut pas nier le risque. On ne peut pas nier que tout à l'heure, je sors et qu'il y a un risque qu'il pleuve. C'est un risque. Vous Non, pouvez mais vous appuyer le sur... document unique, c'est un repérage des risques, c'est pas un repérage des problèmes. C'est un repérage des risques. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur le tableau là, du Santé Baromètre France 2017, donc, qui dit que vous faites dans le bâtiment, donc ça fait partie d'un secteur touché secteur par cette problématique. à risque. Et dans ce cadre-là, vous dire on fait partie d'un secteur à risque, donc on va le mettre, même si apparemment il n'y en a pas dans l'entreprise. Voilà, Voilà. c'est comme ça, oui, effectivement, c'est comme ça qu'il faut le placer. Mais c'est pas parce qu'on identifie un risque que le problème associé à ce risque, il existe. Hein. C'est juste le repérage des risques. Oui, mais Il y a un risque d'exposition du fait que si vous êtes dans un secteur répertorié comme un risque... c'est vrai ce que vous voilà. dites, mais par contre, pour les substances psychoactives, on a vu les 3 origines, et il y a l'origine d'importation. Donc de toute façon, on pourrait mettre ce risque effectivement partout. On a vu que ça touchait tous les métiers. C'est comme le risque psychosocial, il est partout. Et le risque de consommation de substances psychoactives, il est partout, puisque n'importe qui consomme sur le lieu privé peut très bien prendre son antidépresseur avant d'aller au travail, peut très bien prendre son litre de vin avant d'aller au travail. Donc effectivement, le risque, il est partout. Ah
oui, mais Oui, le oui. risque, il est partout. Sur l'entreprise entière. Le risque, il est partout. C'est le contrôle qui n'est pas partout. Voilà. Le contrôle, on va plutôt focaliser sur les postes à risque. C'est ce qu'on a vu, les facteurs de risque propres à votre entreprise. Donc lorsqu'il y a des horaires décalés, travail de nuit, du stress, poste à responsabilité, la manutention lourde, etc. Oui. Donc je sais pas comment on appelle. Dans le document unique, tu as un risque d'incidence. Il sera plus important sur un poste qui présente voilà, du stress, horaire atypique, etc. Plus important que quelqu'un qui fait des horaires du bureau. Voilà, le risque peut être à 1. Et par contre, sur les postes à risque ou les postes qui ont des facteurs de risque importants, ça pourrait être plus élevé à ce moment-là. Santé, baromètre France 2017. Oui, il me semble. T'avais les sources derrière, voilà. Non, voilà. Oui, les sources sont à la fin. Alors. Voilà. Ah bah il n'y a pas santé baromètre. Je vais les retrouver. C'est Santé publique France 2017. Répétez la question, s'il vous plaît. De toute façon, le salarié il peut toujours refuser de se soumettre au test. Mais l'employeur peut, dans ce cas-là, le retirer de son poste de travail parce qu'il estime qu'il est dangereux pour lui ou pour les autres. Et si le salarié n'a rien à se reprocher, il a tout intérêt à se soumettre au test. Donc, a priori, il va lancer un climat de suspicion parce que déjà, s'il est en état manifeste d'ivresse, qu'il refuse le test, bon, dans la tête de l'employeur, les jeux sont faits. Après, entre guillemets, il a perdu toute confiance de son employeur. Donc, mais il peut refuser, effectivement. Il a le droit. Après, c'est à discuter. Je pense qu'il faut l'envoyer chez le médecin du travail en lui expliquant bien pourquoi on l'envoie. Toujours pareil. Ça, c'est hyper important parce que régulièrement, les gens arrivent et puis ils nient le problème. Moi, je sais pas, l'employeur, il m'a retiré de mon poste, je sais pas pourquoi. Et l'employeur, même lui, ose pas l'exprimer à son salarié parce qu'ils ne veulent pas aborder, parce que c'est très tabou de parler d'alcool ou de drogue. Donc on n'ose pas l'aborder et du coup, il faut vraiment dire les choses. Dire voilà, alors même s'il nie, et puis on fait le point avec le médecin du travail. Le fait de passer avec le médecin du travail, vous n'aurez pas forcément un retour en termes de sanctions. Vous aurez un retour en termes de préconisation, d'aptitude ou d'inaptitude. Mais surtout, une fois qu'il est chez le médecin du travail et qu'on sait de quoi on parle tous les deux, le médecin du travail et le salarié, ça peut briser la glace et ça peut permettre une prise en charge. Il faut que ça vienne du salarié. Ça, on peut lui proposer de voir le psychologue du travail. On peut l'envoyer vers des structures d'addictologie à Brest, à la Cavale ou autre. Il y a un réseau à Brest qui est très bien fourni. Et ça peut être un événement déclenchant. Mais si on fait ça un peu en se voilant la face, on fait les choses pour faire les choses, pour dire qu'on a fait quelque chose, mais en fait on n'a rien fait. Et c'est bénéfique ni pour le salarié, ni pour vous, parce que ça va revenir, le problème va revenir quelques temps plus tard, quoi. Oui. Sanction. Non. Mhm. Ouais. Non, il n'y a pas de durée. Et c'est comme pour les gendarmes sur la route. Il
Ils font des tests salivaires de cannabis et même si la personne est en état de conduire, à partir du moment où c'est positif, quoi. Alors, Alors attention, la sanction, c'est pas parce que la personne est sous l'emprise de substances. La sanction, c'est parce qu'il peut pas effectuer normalement son contrat de travail. Pour l'alcool, c'est un peu plus clair parce qu'on sait, c'est plus clair scientifiquement, on va dire, que le cannabis, parce qu'on sait que c'est 0,1 g qui est perdu par heure à peu près, après la dernière absorption d'alcool. C'est aux salariés, je parle des chauffeurs d'engins ou de camions, etc. C'est aux salariés de se mettre dans les meilleures dans les conditions pour être à la prise de son poste dans les dispositions réglementaires. Donc s'il a fait la fête la veille, c'est à lui de savoir que quand il va souffler dans le ballon pour prendre son camion, il doit être à 0. Donc généralement, les routiers le savent, hein, ils font pas une grosse fête la veille de prendre la route. Hein. Et ils connaissent ça, donc ils font plutôt ça, je sais pas, le samedi soir, sachant que le dimanche, c'est à la flotte, et le lundi matin, ils sont dans de bonnes dispositions. Autrement, effectivement, vous pouvez le sanctionner en disant, t'es pas en état de... Légalement, c'est marqué dans le règlement intérieur, tu ne peux pas prendre ton poste de travail. Avec l'alcotest. Oui, il faut, ou avec le test salivaire, il faut que c'est à l'employeur de prouver que la personne n'est pas en état de tenir son poste. Vous avez une fiche de constat. Vous avez notifié la fiche de constat, la personne a un trouble du comportement. On va dire voilà, des propos incohérents, des gestes imprécis, il titubait, c'était à telle heure, tel jour. Vous avez un écrit qui va dire voilà, le responsable a constaté que la personne avait un souci, quoi. Et après, si vous l'envoyez chez le médecin du travail, comme on disait, le médecin ne va pas vous faire de retour, il ne va pas lui dire son taux de gamma-GT ou de CDT. Mais par contre, le médecin, s'il voit qu'il y a une problématique, il va pouvoir émettre une contre-indication à ce poste de travail. Donc, implicitement, vous saurez peut-être, ou pas, mais ce que vous aurez en retour, c'est une inaptitude à l'extrême, mais au moins un aménagement de poste. Cette personne ne peut plus travailler dans telles conditions, voilà. Et parallèlement, il y a une prise en charge médicale dont vous serez informé ou pas par le salarié, mais c'est pas obligatoire. Oui, c'est ça. Effectivement, ouais. Ouais, tout à fait. Donc je reviens sur le constat, c'est l'employeur a obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés, mais de tous ses salariés. On avait vu au tout début le Code du travail. Chaque salarié doit aussi prendre soin de la santé et la sécurité des autres collègues. Donc c'est-à-dire qu'il y a, s'il y a un salarié qui voit que le collègue il n'est pas bien ou qui sent l'alcool, etc., normalement, généralement ils le font pas parce que c'est mon collègue, on va pas le dire, etc., on va le couvrir. Normalement, il devrait interpeller l'employeur en disant voilà, mon collègue il a un souci, il est pas bien, comme une personne qui ferait un malaise par exemple. Après, c'est à l'employeur aussi d'être exemplaire, parce que malheureusement, on disait que ça touchait toutes les tranches d'âge, tous les métiers, mais ça touche aussi toutes les strates de la hiérarchie. Ça peut être déjà en premier lieu en alcool, mais je vois en tabac, c'est souvent l'employeur qui ne montre pas l'exemple. Quand on veut faire de la prévention en entreprise sur le tabac ou sur l'alcool, si déjà c'est le premier consommateur, forcément ça va pas le faire. Ça va être difficile d'avoir une politique de prévention efficace. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez des sensibilisations dans vos entreprises, donc à ce moment-là, il faudra vous tourner vers votre médecin de travail. Et vous avez aussi, vous pouvez déjà mettre en place des affichages pour les salariés, juste en affichage, sans l'intégrer dans le document unique, on peut déjà me faire des affichages. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée.